Aller très vite. Je voulais partager avec vous des exemples de prise en compte de la biodiversité à l'échelle plutôt du bâti, à l'échelle des architectes, voire des quartiers. Donc des choses assez concrètes qui ont bien fonctionné ou pas dans votre cas, et qui recoupent avec plein de choses qui ont déjà plus ou moins été dites. La première des choses que je voulais dire en tant qu'écologue, et ça rejoint ce que mon collègue Maxime a dit en introduction à propos des ZAC, finalement, quand je suis avec un public d'architectes, je fais toujours une première provocation, mais que je pense vraiment, c'est que pour moi, le meilleur bâtiment pour la biodiversité, c'est celui qui n'est pas construit. Effectivement, c'est celui qui ne vient pas empiéter sur des nouveaux milieux naturels, et c'est plutôt privilégier l'existant. Et si on regarde les chiffres sérieux, que ce soit de l'INSEE ou de l'association Négawatt, qui a rendu un rapport assez récent, c'est la rénovation qui est prioritaire. Et il existe aujourd'hui suffisamment, même si la construction neuve pour le logement peut être légitime dans certains cas, il existe suffisamment de structures porteuses existantes pour rénover massivement et utiliser le bâti existant pour améliorer sa capacité écologique et l'accueil de la biodiversité. Donc, rénover plus pour la biodiversité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement installer des structures d'accueil de la faune ou de la flore, on verra tout à l'heure, qui est adaptée au contexte local, j'y reviendrai. C'est privilégier des matériaux écologiques, comme l'a dit Maxime aussi, la responsabilité d'une commune vis-à-vis de la biodiversité, c'est aussi les matières premières qu'elle utilise et qu'elle prélève ailleurs, et les matériaux de construction, ça en fait partie. Aujourd'hui, on a des programmes de rénovation thermique des logements qui utilisent à 99% des matériaux issus du pétrole, du polystyrène ou du polyuréthane expansé, alors qu'on a un gisement, y compris en Île-de-France, de développement des matériaux dits biosourcés, le chanvre, le lin, la paille, etc., qui pourraient venir compléter ces programmes-là pour faire d'une pierre deux coups entre isolation et écologie. Donc ça, c'est à inclure dans les cahiers des charges, à l'échelle des communes, dans les cahiers de prescription environnementale. Et puis améliorer l'existant en végétalisant. Vous avez sûrement entendu cette étude à Paris, intramuros, il y a 80 hectares de toits plats potentiellement végétalisables. Donc c'est des surfaces supplémentaires pour venir ajouter de la nature. Sans parler des façades, il y a une étude en cours actuellement pour essayer d'estimer le potentiel. Donc rénovation et biodiversité, faire d'une pierre deux coups. Il y a une histoire qui est très belle, qui est l'histoire de ce collège dans les Alpes de Haute-Provence, à Sisteron. Et c'était un collège qui était soumis à une rénovation thermique, comme on fait classiquement dans beaucoup de bâtiments. Sauf qu'au moment de faire la rénovation, ils ont découvert une colonie de cette chauve-souris, donc qui est le molosse de Cestonie, dans le coin, 200 individus qui nichaient, qui s'abritaient sous la façade, en fait, parce qu'ils avaient un petit écart qui leur permettait. Donc au moment de faire la rénovation, ils se sont dit, mince, comment on va faire pour concilier les deux? C'est là que c'est intéressant. Les architectes ont fait équipe avec des naturalistes, en l'occurrence Azélia Écologie, un bureau d'études. Ils ont eu une réflexion ensemble tout au long de l'année, donc un diagnostic écologique pendant un an, pour regarder d'une part où nicher les chauves-souris, et d'autre part à quelle période de l'année nicher. Ils se sont aperçus qu'en janvier-février, il n'y avait pas grand monde, donc ils en ont profité pour faire des travaux. Et la deuxième partie de la réflexion, ça a été de mettre au point un isolant et un bardage de façade qui respectent la cavité qui existait précédemment et qui permettent aux chauves-souris de se réaccrocher. Et donc la belle histoire, c'est que après les travaux, 6 mois après les travaux, les chauves-souris sont toutes revenues. Il y avait 200 individus qui sont revenus sur le bâtiment. Donc on peut faire les deux, rénover thermiquement et biodiversité. On peut aussi, évidemment, alors ça c'est assez connu, végétaliser les bâtiments. Il existe tout un panel de systèmes de végétalisation, des plus intéressants ou plus critiquables pour l'environnement. J'ai mis ici un peu les deux extrêmes, mais vous connaissez tous les murs qu'on dit modulaires, qui sont des modules emboîtés, qui sont jolis quand ils fonctionnent. Ici, j'ai pris la photo dans un campus universitaire à Cergy, où c'est 2 mois après l'installation. 2 mois après l'installation, et le système d'arrosage avait pété. Effectivement, on voit que c'est une forme de nature, dans ce cas-là, qui est très soumise à la maintenance humaine, et qui demande de l'arrosage, de l'entretien. Et donc, c'est pas forcément ce qu'on pourrait privilégier en matière de biodiversité. Voilà, moi, je parle plutôt d'œuvres d'art que d'aménagement inspiré de la nature. Alors, à l'autre extrême, on a les fameuses plantes grimpantes qui n'ont pas besoin de nous pour pousser. Il leur suffit d'un support, de l'eau de pluie. Et donc, c'est des systèmes qui sont très peu coûteux, qui nécessitent très peu d'entretien, qui peuvent être faits sur le bâti existant, qui peuvent être préconisés dans les PLU avec des listes d'espèces en annexe, avec, dans certains articles du règlement, une demande de retrait au niveau des bâtiments pour pouvoir laisser de la pleine terre. Tout ça, ça peut être prévu au sein des cahiers des charges et des PLU.
Et on peut même laisser gérer par les locataires. Alors cette photo qui est ici, c'est dans le 19e, à Ourcq. Vous voyez, enfin moi, ce que j'aime bien sur la photo, c'est qu'on voit à chaque étage les différences de gestion, ceux qui aiment bien la végétation qui rentre dans le bâtiment et ceux qui n'aiment pas. La possibilité aussi pour les communes, alors c'est pas forcément des photos franciliennes, ni du territoire de Marne-et-Gondoire, je suis désolé, mais c'est des exemples pour donner des idées. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire de la végétalisation participative avec les habitants. C'est des choses qui se font, et je pense y compris sur votre territoire. C'est pas anecdotique, la photo en haut, ici, c'est à Rennes. Ils ont lancé il y a 5 ans une opération Végétalisons nos murs. Au début, ça a été critiqué en disant bon, c'est un truc de bobo, végétaliser les pieds de bâtiments. Aujourd'hui, à Rennes, il y a 5 km linéaires de pieds d'habitation végétalisés. Donc ça devient plus du tout négligeable. On peut faire évidemment de l'agriculture urbaine, et on peut aussi désimperméabiliser des espaces qui étaient précédemment aménagés. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel, c'est une action à laquelle on tient, à l'Agence de la biodiversité, c'est essayer d'évaluer à l'échelle des territoires les sites qui sont imperméabilisés et qu'on pourrait débétonner, désaménager pour y mettre de la végétation. Enfin, on peut combiner tout ça à l'échelle d'un bâti, et aujourd'hui, on commence à avoir des exemples vraiment d'éco-construction qui intègrent plusieurs dimensions, à la fois les dimensions naturalistes, mais aussi l'écologie fonctionnelle, en préservant les sols, en préservant le cycle de l'eau. Et un des exemples qui cumule tout ça, c'est l'école des Boutours, qui est à Rosny-sous-Bois, que vous connaissez peut-être, qu'on aime bien citer comme un exemple intéressant. Et c'est une école qui, en plus d'être végétalisée sur toute sa toiture, en plus d'avoir une cour d'école qui est quasiment 100% perméable, en tout cas il n'y a pas de système de traitement des eaux de pluie, c'est aussi une école qui est en matériaux biosourcés. Donc elle est construite en paille, il y en a 2 aujourd'hui, une école maternelle et une école primaire, ils sont construites en paille porteuse. Et donc d'une part les matériaux, ils ont quasiment rien coûté, donc c'est un projet qui par rapport à un projet classique de bâtiment a coûté 5 à 10% moins cher. Et ils sont allés très loin, c'est-à-dire jusqu'aux peintures qui sont à base de liant végétal écologique, jusqu'aux linos qui ne sont plus à base plastique mais sont à base de lin, comme à l'époque. Et donc ça c'est un peu peut-être la dernière notion, cette idée de biodiversité hors du territoire, biodiversité à travers les matières premières, qu'on peut aussi encourager. Alors 2 outils qui ont été évoqués pour pouvoir aller vers ces réalisations-là. Les PLU, évidemment, mais ça a été dit, on ne peut pas forcément obliger les choses, mais on peut les inciter, annexer les listes d'espèces, jouer sur les articles du règlement, jouer sur le zonage, évidemment. Et il y a aussi un outil que nous, on voit souvent dans les collectivités, ce sont les cahiers des prescriptions architecturales et environnementales, qui permettent de faire des préconisations qualitatives. Donc justement, de végétaliser le bâti, oui, mais comment, végétaliser les façades, oui, mais comment. Voilà tout un ensemble d'outils. Quelques photos de réalisations récentes aussi, qui sont intéressantes, pas forcément reproductibles partout. Ici, c'est à Boulogne-Billancourt, c'est l'école des sciences et de la biodiversité. Vous voyez, ils ont fait une super toiture végétalisée qui ressemble sur une partie à une prairie naturelle et sur l'autre partie à un boisement. Donc c'est plus vers ça qu'on essaie d'aller que vers les modules préfabriqués, comme on a pu le voir sur les façades. C'est une grosse structure béton, hein, ils ne sont pas allés loin du côté des matériaux, mais en tout cas ça a le mérite d'exister. Et ce qui est intéressant ici, c'est la façade, où ils ont laissé des infractuosités, laissé des recoins pour que la terre vienne s'y déposer, pour que les graines puissent pousser, pour que le bâtiment se végétalise tout seul. Et sur les 44 espèces qui avaient été plantées initialement, le dernier relevé de notre collègue, c'était 114. Il y a 70 espèces qui sont venues spontanément. On peut aussi imaginer que les bâtiments accueillent spontanément plus de nature. La nécessité de demander, d'exiger une expertise naturaliste avant un projet de bâtiment, de quartier, ça c'est important. Moi je montre souvent cet exemple d'une architecte qui était venue nous voir, c'est il y a 8 ans maintenant, en lui disant voilà, j'ai suivi vos préconisations, j'ai mis des nichoirs sur la façade du bâtiment. Sauf que la LPO ne nous contredira pas, c'est des nichoirs qui ne sont pas très utiles, parce qu'ils ne correspondent pas vraiment à une catégorie d'espèces, ils ne sont peut-être pas placés au bon endroit. Et donc le message que je veux faire passer, c'est si vous voulez faire du bâti favorable à la biodiversité, il faut demander une expertise naturaliste au préalable, pour pouvoir faire les bons choix.
Pas seulement cibler les oiseaux, on a parlé des insectes, et pas que de l'abeille, des insectes pollinisateurs. Une idée, ici, d'un bâtiment à Dijon, qui s'appelle la Bourdonnerie, on porte bien son nom, où ils ont intégré des abris à insectes sur une des façades du bâtiment. Seulement, comme disait Christophe tout à l'heure, il y a les abris, mais il n'y a pas le couvert à côté. Et récemment, en plus, alors là le bâtiment était tout seul, mais je suis allé le visiter récemment, il y a un autre bâtiment qui est venu se mettre à 2 mètres devant. Voilà. C'est à l'ombre toute la journée. Voilà. D'où penser aussi le projet à l'échelle globale.